Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Ok. Voilà, je m'appelle Gabrielle de l'Étoile. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous. Je suis un petit peu impressionnée par ce grand amphithéâtre rempli. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de Marc Rothko, donc l'artiste, mais c'est aussi de vous parler de cette exposition sur laquelle je travaille du coup depuis plusieurs mois. Pour moi, c'est un vrai défi parce que j'ai eu de nombreux lycéens qui sont venus visiter l'exposition. Donc c'est un public que je connais un petit peu, que j'aime beaucoup. Mais là, c'est différent puisque je suis avec mon PowerPoint en face de vous. Vous êtes assis et on ne va pas déambuler devant les œuvres de Rothko. Donc il va falloir un peu vous convaincre à travers des reproductions d'images. C'est un petit peu compliqué parce que Rothko disait que ses œuvres se défendent par elles-mêmes et que justement l'idée c'est de les rencontrer, pas forcément d'en parler. Rothko, il y a une difficulté qui s'ajoute, c'est quelqu'un qui disait qu'il haïssait les historiens de l'art et il haïssait les critiques d'art parce qu'il trouvait que les discours autour de ces tableaux étaient inutiles et trompeurs. Là, je vais pourtant beaucoup parler de lui. Alors, je vais essayer aussi de parler de sa biographie. C'est aussi ça un petit peu le principe peut-être de cette conférence, c'est montrer évidemment un peintre, montrer un travail artistique, mais aussi montrer que l'histoire de l'art, et c'est aussi finalement un petit peu une exposition, c'est une boîte de Pandore. En vous parlant de Rothko, je vais aussi vous parler du XXe siècle, de l'histoire de ce siècle. Rothko, c'est quelqu'un qui a vécu la Première, la Seconde Guerre mondiale. C'est un immigré russe, juif, qui vient aux États-Unis. Et donc, il y a aussi de nombreux autres sujets qui peuvent peut-être vous intéresser. Et de comprendre que, voilà, c'est évidemment peut-être que cette peinture, elle va vous plaire, elle va pas vous plaire, elle va vous donner envie peut-être de prendre très vite un train pour aller jusqu'à Paris pour voir l'exposition qui se termine le 2 avril, donc il reste pas beaucoup de temps, mais je serais ravie peut-être de vous croiser dans les espaces. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors j'ai eu la chance de pouvoir avoir des belles photographies de l'exposition qui ne ressemblent pas du tout à ça puisque c'est une exposition avec énormément de monde dans les espaces. Donc ça c'est vraiment ce que personne ne voit à part avant l'ouverture du public. La dernière exposition de Marc Rothko en France, elle remonte à 1999. Donc j'imagine que vous n'étiez pas nés. Il y a donc toute une génération qui n'a pas vu de Rothko depuis longtemps en France. Et Marc Rothko, qui est un peintre qui est très très célèbre d'un côté dans l'histoire de l'art parce que c'est un peintre qui a beaucoup marqué la culture visuelle de son époque. Et en même temps, c'est un peintre que nous, en France, on connaît souvent très peu parce que nous avons que 2 tableaux de Rothko dans les collections publiques françaises. D'ailleurs, peut-être, est-ce que voilà, il y en a qui connaît déjà un petit peu Rothko parmi vous, peut-être pour juste voir. Ok, très bien. Alors, la difficulté aussi avec Rothko, c'est souvent quand on pense à Rothko, c'est ces grandes toiles qu'on a en tête, qu'on qualifie souvent d'art abstrait. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de référence visuelle de la réalité, on ne reconnaît pas vraiment le sujet de ces tableaux. C'est une définition qui est un petit peu faible parce que justement aussi l'histoire de l'art, c'est bien comprendre qu'on ne divise pas en deux, d'un côté la peinture figurative et de l'autre la peinture abstraite. Les frontières sont bien plus compliquées et Rothko est aussi un peintre justement dont le parcours illustre cette complexité et c'est un peintre qui a fait un long parcours avant d'arriver à ces œuvres abstraites qu'on connaît souvent de lui. Donc c'est voilà, ces fameux rectangles flottants de couleurs différentes qui sont à la surface des toiles. Ça, c'est la salle du rez-de-chaussée de l'exposition et c'est vraiment souvent les visiteurs qui arrivent dans l'exposition, ils ont ça en tête. C'est aussi par exemple l'affiche
une des toiles de cette époque est l'affiche de l'exposition. Les Parisiens l'ont beaucoup vu dans le métro, par exemple. Donc, c'est ce qu'on a en tête quand on arrive. Mais Rothko, on va voir justement, ne commence pas du tout par là. Et puis, il y a des grandes difficultés avec Rothko, on va le voir, parce que c'est une personnalité très complexe. Là, j'ai mis une citation de Rothko qui dit « Mon art n'est pas abstrait, il vit et respire ». Donc effectivement, c'est un peintre qui va souvent s'ériger contre toutes les étiquettes qu'on a pu lui mettre. C'est un artiste qui se mettait beaucoup à distance des peintres de son époque. C'est un artiste qui essayait de toujours défier les conventions et d'être là où on ne l'attend pas. Et donc, il ne facilite pas toujours la tâche pour ceux qui veulent parler de son travail. Alors là, on a aussi une autre citation de Rothko qui dit « Je ne m'intéresse pas aux relations des couleurs, des formes », ce qui paraît aussi un petit peu compliqué puisque souvent, ce qu'on retient de Rothko, ce sont ces fameuses couleurs et ces formes. Donc, on va justement essayer, l'objet de cette conférence sera aussi de comprendre ce qu'entend Rothko. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve en tout cas passionnant sur cet artiste, puisqu'il y a son travail, et puis il y a aussi sa vision de l'art. Rothko est quelqu'un qui a une vision très forte, très pure, très haute de la peinture, et c'est aussi cette vie finalement où il a toujours cherché à s'élever et à se démêler de ces a priori qui vont être au cœur de cette conférence. Voilà, donc ça c'est l'entrée de l'exposition de la Fondation Louis Vuitton, où on est accueilli justement par cette grande figure imposante de Rothko. Là aussi, bon, on est sur une photo en noir et blanc, mais on peut imaginer que les couleurs de ce tableau sont très vives et l'artiste se tient devant sa propre toile, et c'est cette photo qui accueille les visiteurs. Et lorsqu'on va rentrer dans ce début d'exposition, souvent les visiteurs sont justement très étonnés puisqu'ils vont voir des œuvres inattendues. Effectivement, Rothko a donc commencé par de l'art figuratif, on va le voir ensemble. Donc certains visiteurs parfois ont même l'impression de s'être trompés d'exposition, ils ne comprennent pas vraiment où ils sont. Voilà, alors bien sûr, il y a un petit peu aussi un débat dans l'histoire de l'art. Est-ce qu'il faut parler de la biographie des artistes ? Est-ce que la vie des artistes peut nous éclairer sur leurs œuvres ? Alors, moi je me dis que vu que Rothko n'aimait pas qu'on parle de sa peinture, si en plus je ne peux pas parler de sa vie, ça va commencer à être un petit peu compliqué pour faire une conférence devant vous. Donc je vais prendre le parti de parler de sa vie. Il y a plusieurs écoles évidemment dans la recherche. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la vie intime des peintres, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que justement les peintres se nourrissent évidemment de leur biographie. Et donc je vais peut-être d'abord dans cette conférence faire une première partie qui sera plutôt biographique pour essayer aussi de comprendre, puisque Rothko c'est non seulement ce peintre mais c'est un véritable mythe. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur lui, sur sa vie, sur sa mort aussi, on en parlera. Voilà, donc Rothko naît en 1903 à Dvins. Aujourd'hui, c'est la Lettonie, mais c'est dans l'Empire russe. Ça, c'est aussi important de le noter parce que Rothko, on en parle toujours dans les articles de journaux, sur sa page Wikipédia, comme un peintre américain. Alors effectivement, il est américain, il le deviendra. Il va prendre la nationalité américaine en 1938. Mais Rothko naît dans l'Empire russe, dans une région du monde qui, à ce moment-là, est très compliquée, notamment parce qu'il y a des terribles pogroms qui font rage dans cette région. L'année de naissance de Rothko, en 1903, il y a notamment un pogrom qui s'appelle le pogrom de Kirchnev, qui va être absolument monstrueux. Et tout ça fait que Marcus Rothkowicz, parce que c'est son nom de naissance, va être le dernier d'une fratrie de 4 enfants. Ses frères et sœurs sont beaucoup plus âgés que lui. Et son père, Yakov Rothkowicz, qui était pharmacien, mais venant d'une famille très cultivée, on sait que la famille Rothkowicz avait une grande bibliothèque, il parlait beaucoup de langues. Yakov Rothkowicz va mettre le petit Marcus, qui est grand ici, mais qui a été petit, dans une école talmudique Torah.
il va finalement, lui qui avait un petit peu pris des distances avec la religion juive, il va mettre son fils dans cette école-là parce que justement, il est très inquiet de la situation politique de l'époque. Donc le petit Rothko va avoir un enseignement très austère, pas du tout stimulé par l'imagination. Si on pense par exemple à Picasso, Picasso c'était un fils d'artiste et donc il a eu très très tôt un pinceau dans les mains. Rothko donc, meurt le 25 février 1970 dans son atelier à New York. Je vais tout de suite vous spoiler. Rothko se donne la mort. C'est quelqu'un dont la vie a aussi été vraiment traversée par de nombreux épisodes dépressifs. Il a eu une vie douloureuse aussi. On dit probablement que Rothko avait des problèmes aussi d'ordre de santé mentale, mais c'était aussi une époque où c'était quelque chose de très tabou, on n'en parlait pas. Et on a voilà, cette grande phrase de Rothko qui reste un petit peu peut-être célèbre. Rothko, et ça complète la phrase qui disait qu'il ne s'intéresse pas à la relation des couleurs ou des formes. Ce qui l'intéresse, ce sont l'expression des émotions humaines fondamentales. Voilà, vous avez la citation longue. Et effectivement, ça va être ça le défi, de comprendre quelle est cette peinture et qu'est-ce que ça veut dire finalement. En fait, Rothko va s'éloigner d'une peinture qui est narrative, qui raconte une histoire, pour faire une peinture sensorielle, du sensible, que nous, visiteurs, nous pouvons vraiment rencontrer physiquement. Il faut, alors Rothko a une imagination débordante, il a un rapport assez fort avec la peinture, on va en reparler. C'est vraiment ce projet qu'il défend et qui a été au cœur de sa vie. Alors, je vous ai mis un petit peu de manière scolaire le plan de cette conférence. Vous pouvez voir que j'ai essayé d'être dans le thème des lumières en faisant de petits jeux de mots sur mon plan. Donc voilà, la première partie est donc biographique, vraiment comprendre cette vie et replacer et l'artiste et l'homme finalement, et comment ce petit garçon arrivé à 10 ans sur le sol américain va devenir cet immense peintre connu dans l'histoire de l'art. Et puis la deuxième partie, ça sera justement, une fois qu'on aura un peu peut-être mieux compris le personnage, de rentrer dans cette quête picturale qui était la sienne, et notamment ce rapport permanent à la lumière. Et c'est pour ça que je suis ici devant vous aujourd'hui, parce que justement, Rothko est un peintre de la lumière. C'est vraiment ce qui était pour lui le plus important, le plus évident dans la peinture. Et essayer de comprendre ce que ça veut dire et de jouer aussi peut-être sur la polysémie du mot lumière. C'est exactement le principe de votre cycle de conférences. Vous avez eu des philosophes, des scientifiques qui sont venus vous parler. Rothko, à son échelle, s'est aussi intéressé à la question de la lumière, à la fois sur un plan philosophique, par exemple, aussi sur un plan religieux. Et puis aussi sur la technique, par exemple, c'est un peintre qui a cherché à justement mettre la lumière dans sa technique, dans ses tableaux, dans les techniques qu'il employait. Et puis surtout, Rothko est quelqu'un qui jouait avec la lumière. Ça, c'est peut-être la phrase qu'il faut retenir sur Rothko. Rothko, il ne considère pas l'art comme un objet, il considère l'art comme une expérience, comme une rencontre. Et donc, c'est pour ça que je vous parle à la fois de son œuvre, mais à la fois de cette exposition, parce que cette exposition, la Fondation Louis Vuitton a tenté de mettre fidèlement les conseils et les recommandations de Rothko pour que la rencontre entre les visiteurs et entre ces tableaux se fasse de la meilleure façon possible. Et donc on va voir comment ce peintre va devenir un véritable chef d'orchestre, il va devenir aussi un architecte, il va concevoir le lieu, l'espace dans lequel se trouvent ces tableaux, et ça va être vraiment au cœur de son travail. Alors voilà, on a une petite Rothko là au centre de la famille Rothkovich.
À ce moment-là, on est vraiment peu de temps avant que Rothko prenne un bateau direction les États-Unis, comme beaucoup d'immigrés de son époque. Rothko entretiendra toute sa vie une relation très compliquée avec les États-Unis. Les États-Unis, comme il le disait, n'étaient pas cette terre d'accueil qu'on a tant chanté, tant loué, qui accueillait tout le monde sur son sol fertile. Rothko dira qu'il ne s'est jamais fait finalement à cet exil où il a été arraché de sa terre natale et il est arrivé dans un pays où il ne se sentira jamais chez lui. C'est les mots qu'il emploie. Notamment parce qu'il se souvient avec beaucoup d'horreur de cette traversée qui dure de longs mois sur le bateau. Rothko, âgé de 10 ans, on lui met autour du cou une petite pancarte de bois, comme un petit chien, avec écrit dessus « I don't speak English ». Et il dira qu'il ne s'est jamais fait à cette humiliation et qu'il en voudra toute sa vie à ceux qui lui ont fait ça. Alors certains historiens de l'art estiment que ce petit rectangle de bois peut-être est un éternel retour dans ces fameuses formes géométriques, notamment dans ce rectangle que Rothko va ériger parmi toutes les formes. C'est une des pistes de lecture. On verra aussi, Rothko, comme il n'aimait pas qu'on parle de sa peinture et qu'il ne la commentait pas, il a laissé finalement une marge de manœuvre assez large, assez grande pour pouvoir justement aussi trouver peut-être des clés de lecture. Pas des interprétations parce qu'il ne voulait pas justement qu'on interprète ses toiles, mais en tout cas, il y a quand même de nombreuses choses différentes qui peuvent émaner de ces toiles. Voilà, donc on a cette arrivée notamment à New York. Rothko aura toute sa vie une relation encore plus complexe avec la ville de New York parce que c'est la ville de l'arrivée. Et puis, avec sa famille, il arrive à Portland, donc il quitte New York, et cet American Dream rêvé de la famille Rothkovich va vite s'estomper, va vite déchanter. Le père de Rothko va décéder d'un cancer 6 mois après l'arrivée du petit Marcus sur le sol américain. Comme Rothko, je l'ai dit, était le seul de ses frères et sœurs à être allé dans cette école talmudique Torah, il a une maîtrise du yiddish, il a une maîtrise de la pratique de la religion juive, et donc ce dernier des enfants va devenir un petit peu le petit patriarche de la famille Rothkovich, notamment parce qu'il est le seul à connaître la prière du défunt qu'on récite dans la religion juive. Alors là où le Kaddish, je crois que les deux se disent, et c'est Rothko, le petit Marcus, qui va réciter cette prière pendant 1 an. Donc il faut bien comprendre que cette éducation très austère, pas du tout stimulée par l'imagination, et puis en même temps ces responsabilités de dernier de la famille qui va devenir presque le petit père, va évidemment formater cet homme, ce jeune homme, et ça aura du coup, voilà, je pense c'est important de revenir un petit peu sur le passé lointain de cet artiste pour mieux comprendre ensuite son travail. Voilà, donc là on a une vue de Portland en 1913, l'année où Rothko arrive sur le sol américain. Il y a une photo qui a disparu en cours de route. Le petit Rothko, qui ne parlait pas un mot d'anglais, va l'apprendre très vite et très bien. Il va devenir un excellent élève. Il rattrape en quelques années absolument tout le programme scolaire. Et il est tellement bon élève qu'il va finir par intégrer la très prestigieuse université de Yale aux États-Unis. Il reçoit une bourse. Ils sont 3 de Portland à intégrer cette université. Et pour Rothko, il se dit peut-être finalement, le système universitaire aux États-Unis, grâce à cette bourse, permet d'être un petit peu un ascenseur social. Il peut-être va devenir un citoyen et ne plus se sentir comme un citoyen de seconde zone. Mais en fait, Rothko va finalement être extrêmement déçu, extrêmement frustré par l'université de Yale. Il se rend compte que c'est plutôt des fils à papa qui sont dans cette université. Et on a un texte qui existe encore,
qu'on a trouvé, qui est documenté notamment par l'historienne Annie Cohen-Solal, qui a beaucoup travaillé sur la vie de Rothko, qui a transcrit un texte du doyen de Yale en 1923, qui dit qu'il y aurait trop d'éléments juifs dans une certaine promotion. Cette promotion où se trouve Marcus Rothkowicz. Et comme il y a trop de juifs, il faut donc supprimer quelques bourses à certains étudiants. Et donc Marcus Rothkowicz va tout simplement perdre sa bourse pour ces lois qui sont racistes, qui sont xénophobes, et il va essayer dans un premier temps de subsister par ses propres moyens pour payer ses frais de scolarité qui sont extrêmement élevés, vous pouvez vous en douter. Il va vendre des petits journaux dans la rue, mais il ne parvient pas à payer l'université, et il abandonne au bout de 2 ans l'université de Yale. Cet épisode va encore une fois le marquer profondément, le mettre dans une rage extrême contre le système américain, et ça va perdurer ce ressentiment terrible qu'il entretient avec ce pays. Bon, d'un côté, en perdant cette bourse, Rothko, c'est grâce à ça qu'il est devenu aussi artiste, puisque c'est la ville. À ce moment-là, il décide donc de quitter Yale pour se rendre à New York. Et là, il va revenir finalement à New York et il va redécouvrir cette ville en étant jeune. Il a une 20aine d'années. Voilà, donc là, on a une vue du Brooklyn Bridge new-yorkais dans les années 20. Et Rothko va faire alors cette rencontre fortuite, cette rencontre par pur hasard de la peinture. Alors évidemment, encore une fois, il faut démystifier ce qu'on a dit sur Rothko. Il y a toujours cette écriture de l'histoire de l'art qui raconte toujours un petit peu ces histoires comme ça. Rothko serait tombé par hasard sur la peinture, notamment en se rendant un jour à un cours de nu, à un cours de modèle vivant. Il a une révélation. C'est peut-être aussi cette éducation austère et le fait de pouvoir voir cette liberté de représenter le corps qui d'un coup le submerge d'émotions. En tout cas, il décide de devenir artiste. Et c'est vrai, on le voit, que c'est quelqu'un qui aurait pu finalement voir d'autres voies s'ouvrir à lui. C'est un très très grand lecteur. Il est abondamment nourri évidemment de littérature. Il est aussi un grand philosophe. C'est un très grand lecteur de Kierkegaard et de Nietzsche notamment. Donc je vais essayer aussi d'en parler pour que vous ayez des accroches toutes prêtes pour votre bac de philo. C'est aussi quelqu'un qui aime la musique. C'est un grand amateur de musique. C'est un grand amateur de poésie. Donc on voit justement cette phrase aussi, il explique qu'il veut élever la peinture au même degré d'intensité que la musique et la poésie. Cette phrase, elle nous indique aussi déjà quelque chose sur la piste finalement de la peinture de Rothko. Rothko est quelqu'un qui va vraiment, quand on pense à ce que c'est que la musique et on pense à ce que c'est que la poésie, souvent c'est quand même du méta-langage, c'est pas vraiment le langage qu'on emploie nous au quotidien. La musique, d'une certaine façon, c'est aussi une forme d'abstraction et souvent on accepte beaucoup plus facilement la musique comme abstraction qui sont juste des notes, des mélodies assemblées qui vont nous donner des émotions, La musique ne nous raconte pas une histoire, elle nous fait ressentir quelque chose. Et finalement, c'est un peu ce que veut faire Rothko avec sa peinture. Il y a de nombreux artistes, quand on pense aussi à Kandinsky par exemple, pionnier de l'abstraction en Occident. Kandinsky, il aimait aussi la musique et pour lui, il y avait une vraie cohérence entre sa peinture abstraite et entre la musique. Donc là, nous avons cette Art Students League où Rothko va donc aller à ce cours de nu révélateur et ensuite il va commencer à prendre des cours. Donc finalement, il découvre la peinture de manière un petit peu tardive quand même, un petit peu en autodidacte. Et New York, dans les années 30, c'est une ville qui a évidemment qui connaît la Grande Dépression, c'est le crash boursier de 1929. En même temps, c'est peut-être la ville où il faut être si on veut devenir artiste, puisque c'est la ville où se trouvent tous les musées qui vont ouvrir dans ces années-là. Le MoMA, le Musée of Modern Art, va ouvrir ses portes en 1929. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur les murs du MoMA? Ce sont vraiment des peintures venues d'Europe. On a du Picasso, on a du Matisse qui vont arriver sur les murs et donc que les jeunes Américains vont
découvrir et vont s'émerveiller devant ces toiles. On a aussi beaucoup dit, on a beaucoup reproché au MoMA, et Rothko fait partie de ces artistes qui, dès le début, se met en colère, puisque sur les murs du MoMA, il n'y a que des musées européens, des artistes européens. Or, nous sommes aux États-Unis, et il y a une absence criante d'artistes américains. Donc, en réponse finalement à ce musée, va s'ouvrir le Whitney Museum en 1931, 2 ans après, pour justement un petit peu contrer et faire montrer des artistes américains. Alors vous connaissez peut-être l'artiste américain Edward Hopper, qui a donc une vingtaine d'années de plus que Rothko. Rothko va aussi justement se nourrir et de la peinture européenne évidemment, mais il va aussi voir par exemple les peintures d'Hopper, et il va aussi un petit peu s'y intéresser et tenter dans ces tableaux à ce moment-là, qui sont les premiers tableaux, les tableaux de jeunesse qu'on découvre dans l'exposition, donc dans la première salle, un petit peu sur cette mélancolie finalement, cette sensation de solitude. Ça va intéresser Rothko. On a aussi un autre tableau qui est disparu. Là c'est un des premiers tableaux de Rothko, qu'on peut voir dans l'exposition, qui date des années 40, donc c'est quand même un petit peu tardif parce qu'on a beaucoup de tableaux des années 30. Mais ce tableau, par exemple, on a dit que justement Rothko était probablement un petit peu marqué par l'ambiance des tableaux de Edward Hopper, mais aussi on a parlé de peintures très différentes. On a parlé par exemple de peintures égyptiennes qui auraient pu marquer Rothko, notamment avec ces longs personnages étirés, statiques, de profil, et puis cette façon de finalement représenter l'architecture et la figure humaine de la même façon. Donc Rothko, c'est vraiment un artiste qui toute sa vie restera énormément à l'affût et qui passe son temps, passe ses journées dans les musées à venir justement un petit peu affûter son regard, un petit peu muscler son regard pour ensuite créer sa propre peinture. Voilà, donc là on a cette première salle circulaire dans laquelle on rentre dans l'exposition et qui souvent étonne beaucoup de visiteurs parce qu'ils se disent mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît de Rothko. Nous on connaît ces grands rectangles, qu'est-ce que c'est que ces petits tableaux figuratifs. Bon, en même temps, quand on regarde déjà les tableaux de Rothko de ces années-là, on a quand même peut-être des indices d'un chemin que l'artiste va prendre. Alors évidemment, c'est plus facile de le dire a posteriori, mais quand même, il y a dans ces premiers tableaux une géométrisation de l'espace assez importante. Et puis là, vraiment, on a quand même des rectangles de couleurs différentes qui se superposent et qui nous disent peut-être, en tout cas, c'est une forme qui va intéresser profondément l'artiste. Pardon. On arrive ensuite dans cette deuxième salle de l'exposition, et là, c'est la mythologie. Rothko, en fait, il quitte. On était vraiment ici dans son quotidien, dans son réel. C'est quelqu'un qui prend le métro, qui va au cinéma, donc il reproduit dans ses tableaux ce qu'il vit, ce qu'il voit. Et puis Rothko, assez rapidement, et ça va avec la citation qu'on a vue, il veut faire une peinture universelle qui parle à chacun d'entre nous, qui s'adresse à tous. S'il représente New York, ça risque de perdre un public potentiel qui pourrait s'intéresser à ces tableaux, mais ailleurs, sans forcément connaître le métro new-yorkais. Il va donc changer de voie, et dans les années 40, il va s'emparer de la mythologie, parce que la mythologie, justement, porte en elle une dimension intemporelle, atemporelle, qu'on peut replacer. On a par exemple, ce premier tableau qu'on voit assez peu là, qui s'appelle Antigone, qui date de 1941. Vous avez peut-être étudié récemment en français Antigone de Jean Anouilh, le dramaturge qui publie Antigone en 1944. Antigone, à ce moment-là, Jean Anouilh va reprendre un mythe que l'on connaît pour le replacer dans le contexte de son époque, et il fait alors d'Antigone une figure de la résistance et de l'oncle Créon une figure du régime en place. C'est évidemment ce que va faire Mark Rothko, né Rothkovich. Il va regarder depuis les États-Unis avec horreur ce qui se passe à ce moment-là en Europe, et il vient en parler dans ses tableaux.
Il y a par exemple un tableau qui s'intitule Le présage de l'aigle. L'aigle étant une référence assez directe à cet oiseau désigné comme emblème du régime nazi. Et donc on voit là comment Rothko finalement s'intéresse aussi beaucoup à ce moment-là au discours, c'est-à-dire que les mythes sont aussi des discours, des légendes communes qui peuvent nous rassembler et qui vont justement servir un peu de lien entre les hommes, et il va parler de son époque à ce moment-là. On voit aussi, et ça c'est toujours intéressant, encore une fois, Rothko qui est nourri de ses visites au MoMA, donc c'est un peintre américain, mais qui est extrêmement nourri de la peinture occidentale et européenne. On reconnaît par exemple dans ses toiles beaucoup d'influences, notamment de Picasso, évidemment. Picasso est l'artiste qui a marqué absolument toute une génération d'artistes. Et puis il y a aussi des formes un petit peu surréalistes, parce qu'il y a des expositions surréalistes, notamment au MoMA. Il y a des artistes surréalistes qui vont à New York pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit aussi à quel point la peinture communique. Et ça, l'histoire de l'art, parfois, a eu tendance à dire qu'il y a eu ce grand moment où Paris était la capitale de l'art moderne, où tout se passait à Paris. Et puis, pendant la guerre, il y a un changement. Tout se passe ensuite à New York. On voit qu'en fait, quand même, il y a énormément de correspondances, de liens, et que Rothko est un artiste qui est quand même beaucoup plus occidental dans ses références, finalement. Par exemple, un artiste qui a énormément marqué Rothko, c'est le peintre espagnol Miro. D'ailleurs, c'est dommage parce que le tableau que je voulais montrer a disparu, mais on est à ce moment-là. Rothko, c'est un artiste qui expose dans quelques petites galeries, un petit peu timidement, mais qui va bientôt connaître un immense succès. On est donc dans les années 40. À partir des années 50, Rothko va exploser sur le marché de l'art. Il va commencer à vendre extrêmement bien ses tableaux. Alors le tableau que je voulais vous montrer en zoom, c'est celui-là qui s'appelle Slow Searle at the Edge of the Sea, lent tourbillon au bord de l'eau. Hélas, qui a disparu de mon PowerPoint. C'est un tableau qui est très intéressant parce que justement, on voit bien aussi à quel point on n'est pas sur une séparation de la peinture en deux, comme je le disais, entre la peinture figurative et la peinture abstraite. L'abstraction n'est pas une table rase. Rothko n'est pas un artiste qui va se réveiller un matin en changeant profondément de façon de faire. Il va justement peu à peu changer de trajectoire, et on comprend que ce passage à l'abstraction, c'est par exemple, vous connaissez peut-être l'artiste Mondrian, Mondrian qui est connu pour justement ses fameuses formes géométriques avec des couleurs, on est vraiment là sur des monochromes remplis, mais Mondrian, pour arrivé à ça en 1921, il a d'abord représenté des arbres qui peu à peu perdent un petit peu de leur feuillage, de leur forme, et donc on comprend vraiment cette trajectoire. Les choses ne se font pas d'un coup, bien évidemment, et c'est un peu ce qu'on comprend aussi justement dans cette exposition Rothko, et quand on regarde l'idée, la trajectoire de sa peinture, ça se fait peu à peu. Ça, c'est 4 toiles qu'on appelle les multiformes aujourd'hui. On voit vraiment qu'il y a cette forme qui devient de plus en plus informe, justement, et il y a comme ces taches de couleur qui floutent, qui apparaissent un petit peu. Et là, c'est la couleur qui devient maintenant la grande protagoniste de l'histoire. On n'est plus sur la première salle, sur les premiers tableaux de Rothko qui s'intéressaient au réel. On n'est plus non plus sur les mythes et les symboles. On est vraiment sur la couleur qui s'empare de toute la toile et qui devient la plus importante. Et on voit bien justement chez Rothko va commencer aussi à apparaître, on avait des tableaux avec dans les salles avant des cadres qui délimitaient le tableau. On avait souvent, alors là on ne le voit pas, mais des signatures aussi. Rothko venait signer son tableau. Et puis là on a des tableaux déjà qui sont beaucoup plus importants en taille. Après vous allez voir des photographies où il y a des visiteurs devant pour voir aussi justement l'échelle des toiles de Rothko.
Mais là, il n'y a plus de cadre, et si on voit, bon là on ne le voit pas trop, mais il y a même de la couleur, de la peinture qui va sur chaque bord de la toile. Donc c'est vraiment la couleur qui, à ce moment-là, prend toute la place. La signature aussi a disparu. Le peintre se met en retrait, en quelque sorte. Alors évidemment, il signe encore ses toiles, mais il les signe au dos. Et il veut justement laisser toute la place à la peinture, que ce soit elle qui ait la parole, ce soit elle qui soit au cœur finalement de la rencontre avec les visiteurs. Voilà, donc là on est souvent dans ce que j'appelle, quand je fais mes visites, le laboratoire de Rothko. Donc on est toujours un petit peu au début de l'exposition. On est dans les années 47-48. Ça, c'est aussi intéressant parce que Rothko, ce grand peintre abstrait, en fait, il y a quand même plusieurs décennies où il a fait autre chose que de l'abstraction. Et c'est pas quelque chose qui est immédiat, c'est vraiment une trajectoire. Et là, on a des toiles assez étonnantes parce qu'on voit des gestes très différents. On a par exemple ce tableau, on dirait presque qu'il y a un labyrinthe à l'intérieur. On a des formes de carrés, on a des coulures. Je l'appelle ça le laboratoire aussi parce que Rothko, son père, il était pharmacien. Et on voit aussi dans cette salle que c'est un artiste qui tâtonne, qui expérimente différents gestes. C'est vraiment comme un musicien qui va poursuivre son travail jusqu'à trouver un petit peu son refrain. Et ensuite, son refrain, c'est effectivement ces fameux rectangles qui vont prendre une tournure un peu plus homogène sur ces toiles. Ça, voilà, c'est peut-être le moment aussi en 49, donc c'est le passage à l'abstraction. Il va y avoir une rencontre extraordinaire et très importante dans la vie de Rothko. Alors, Rothko est tombé très amoureux en 1944 de sa femme avec qui il aura 2 enfants. Quelques années plus tard, il retombe très très amoureux, mais c'est d'un tableau cette fois. Il s'agit d'un tableau. Rothko a ce qu'on appelle un syndrome de Stendhal. Il voit ce tableau et il en tombe éperdument amoureux, il est bouleversé. C'est un tableau qu'il voit en 1949, donc il a déjà commencé à s'intéresser beaucoup à la couleur. Mais ce tableau d'Henri Matisse va être pour lui une véritable révélation. Alors là, on a un tableau qui porte bien son titre, l'atelier rouge, qui représente l'atelier de Matisse, atelier avec la présence de toiles, la présence d'une chaise, du bureau de Matisse. Rothko, face à ce tableau, va avoir l'impression que ce tableau est vraiment absolument bouleversant parce que pendant plusieurs jours, on sait que Rothko s'est rendu presque comme sur un lieu de pèlerinage tous les jours au MoMA, et il s'approchait très très près de ce tableau, il le regardait de très très près, et il raconte ensuite qu'il a eu l'impression d'être tellement dominé, tellement saturé par ce rouge extraordinaire. Bon, peut-être que le PowerPoint ne rend pas trop service au tableau, mais qu'il a eu l'impression d'être tellement saturé par ce rouge que lui-même s'est transformé en couleur rouge. Il a eu l'impression que la couleur finalement sortait de la toile et rentrait en lui. Ça, c'est quelque chose que Rothko après appellera la sensualité de la couleur. Il y a vraiment cette rencontre physique, une pénétration finalement avec la toile qui s'opère chez l'artiste, et c'est un petit peu ce qu'il a envie de provoquer à ses visiteurs, de provoquer à ses spectateurs. C'est qu'on s'approche, qu'on soit tellement attiré par les couleurs de ces tableaux, qu'on ait l'impression que la couleur s'en échappe, rentre en nous et nous inonde, nous coule sur nous littéralement. Alors, on n'a pas tous évidemment peut-être la même faculté d'imagination de Rothko, on n'a pas tous peut-être la même concentration de pouvoir rester 2 ou 3 heures et d'aller tous les jours pendant plusieurs semaines devant un seul tableau, mais c'est en tout cas cette expérience que propose Rothko. C'est parce que souvent on a aussi des visiteurs. Rothko est un artiste qui provoque pour pas mal de visiteurs, pas mal de gens, quand ils voient leurs tableaux, les tableaux de Rothko, ont justement presque un sentiment physique. Ils ont l'impression d'être pris par le tableau. C'est parfois évident pour certains, pour d'autres, ça fait pas forcément cet effet. C'est pour ça aussi qu'il faut peut-être se mettre en condition. Et ça, c'est un petit peu
un pari qu'on peut faire avec l'art, c'est de se dire que je vais essayer par exemple, face aux toiles de Rothko, je vais essayer de m'y plonger. Alors, on n'y arrive pas forcément, et ça aussi, c'est important. On n'a pas tous, on a des sensibilités qui sont différentes. Rothko, justement, est très marqué par ça, par la subjectivité de chacun. Certains, même, c'est pas la peinture abstraite qui va les toucher. Ils préfèrent la peinture figurative, d'autres préfèrent la musique, la littérature, les arts. On a évidemment des réactions différentes, mais Rothko nous donne, donc il est très très peu bavard sur sa peinture. Il ne donnera jamais d'explication en disant « chez moi, le rouge incarne tel sentiment, telle émotion, le jaune, c'est la sérénité, le vert, c'est l'espérance ». En revanche, Rothko est quelqu'un qui va donner beaucoup de conseils sur bien regarder ses tableaux, et il demande qu'on s'approche extrêmement près de ces toiles. Alors Rothko recommandait même 46 cm, 18 pouces, comme distance idéale et parfaite pour rentrer dans ces toiles. Un peintre sous les projecteurs, parce que Rothko, effectivement, dans les années 50, va voir son succès exploser, littéralement. C'est quelque chose qui arrive un petit peu soudainement. Il y a quand même des tableaux qui sont importants, parce qu'il y a des tableaux des années 40 qui vont notamment être achetés par Peggy Guggenheim, une collectionneuse et mécène très importante aux États-Unis. À partir du moment où les yeux de cette femme se sont posés sur les toiles de Rothko, c'est quand même de bon augure pour la suite de sa carrière. Mais Rothko ne va pas tellement comprendre ce qui lui arrive, parce que ce succès est tellement fou, tellement immédiat, qui commence d'un coup à être acheté, être énormément représenté. Il y a des articles dans la presse. Et Rothko, bon, vous avez compris que c'est quand même une personnalité assez torturée, malgré, évidemment, tout artiste attend le succès, la reconnaissance, c'est quand même aussi valorisant, évidemment. Mais Rothko dira que le public ne comprend pas du tout sa peinture, notamment parce que le public ne s'intéresse qu'aux couleurs lumineuses, chatoyantes de Rothko. Vous avez la citation de Rothko là, qui dit ceux qui disent que mes peintures sont sereines n'ont pas compris, j'ai mis de la violence dans chaque centimètre carré de la toile. Donc effectivement, Rothko va avoir ce sentiment d'être mal perçu, mal compris par son public. On le voit, hein, le succès de Rothko avec aussi cette exposition qui, je pense, aura fait plus d'1 million d'entrées à la fin en termes de visites. Il y a eu énormément de visiteurs qui se sont rendus voir l'exposition. Donc voilà, on voit aussi là avec ces photos à quel point les tableaux de Rothko nous dominent. Et en fait, Rothko, pour lui, ça devient absolument essentiel de faire des très très grands tableaux dont l'échelle nous dépasse complètement, parce que face à un grand tableau, comme dit Rothko, on n'a pas le choix. Il dit que souvent dans la tradition de l'histoire de l'art, le grand tableau, c'était grandiloquent, c'était pompeux. Si on pense par exemple à ces très grands tableaux d'histoire qu'on trouve au musée d'Orsay par exemple, là c'est pas le cas pour Rothko, c'est justement ce grand format permet l'intime, permet de rentrer dans le tableau, parce que lorsqu'on est face à un très très grand tableau, eh bien on a de la peinture devant, derrière, sur le côté, partout, et donc on a ce sentiment d'être dans la toile. Voilà, donc le succès de Rothko devient absolument immédiat, mais il y a quelque chose de terrible pour Rothko, c'est qu'il a l'impression que ces toiles, le public est séduit par les couleurs et donc trouve ces tableaux très jolis, très décoratifs. C'est des tableaux que les gens ont envie de mettre chez eux, dans leur salon, dans leur couloir. Et ça, pour Rothko, c'est vraiment la pire insulte qui soit. De dire que ces tableaux sont décoratifs, c'est vraiment faire un outrage à sa peinture. Rothko, en effet,
si un collectionneur, si quelqu'un achète un tableau de Rothko en se disant tiens, ce jaune ira parfaitement avec le canapé de mon salon, ou ce vert sera très beau avec mon petit tapis dans mon entrée, là c'est vraiment ne pas du tout avoir saisi la peinture de Rothko qui, comme il le dit, ne parle que des émotions. Les couleurs, évidemment, elles sont fondamentales chez lui. Mais les couleurs, c'est un outil, c'est un médium qui permet de capter notre regard et nous donne envie de rentrer dans le tableau. Donc Rothko va, à partir du moment, évidemment, où il a de l'argent, à partir du moment où il vend ses toiles, prendre et montrer son fort caractère. Et une rétrospective, une exposition, c'est aussi ça, c'est évidemment découvrir les œuvres, mais c'est découvrir la personnalité de l'artiste. Rothko va par exemple refuser certaines ventes quand il comprend que l'acquéreur n'a pas du tout compris son travail, ou quand il comprend qu'il est en train de devenir un placement financier. Ça, c'est quelque chose aussi dont il faut avoir conscience, dont il faut parler. C'est un des grands paradoxes de Rothko. Rothko est aujourd'hui sur le marché de l'art un des artistes les plus chers. Il y a vraiment ces toiles aujourd'hui sont totalement inaccessibles. Lui qui voulait faire une peinture accessible à tous, c'est vraiment pas le cas. Aucun musée aujourd'hui n'est en mesure de pouvoir acheter un Rothko. Alors ils sont sur le marché de l'art, mais ils sont destinés à des milliardaires et à des collectionneurs. Et ça, Rothko, pour lui, c'était une souffrance parce que déjà de son vivant, il commence à monter sur le marché. Voilà, là je vous ai mis des articles de Rothko montrant l'envolée complètement folle de ces toiles. Et on a aussi justement cette grande citation de Donald Blicken, un collectionneur, qui le disait justement, si on décidait, en fait c'était une infidélité, si on achetait un tableau de Rothko pour en faire une spéculation, ça allait énormément l'attrister. Rothko, il parle souvent de ses toiles comme des êtres vivants, c'est un peu ses frères, ses sœurs, ses enfants, on ne sait pas trop. En tout cas, elles font partie de lui, et donc il se sent finalement humilié, maltraité aussi, lorsque le public va alors s'emparer de ces toiles pour les vendre sur le marché. C'est un artiste, alors par exemple, aujourd'hui, on est sur quelque chose de l'ordre vraiment délirant sur le marché de l'art. À l'époque de Rothko, en 59, ces tableaux vont vraiment doubler de prix. Il y a des tableaux qui se vendaient par exemple à $5 000 à son époque, et ça, c'était extrêmement cher. Jamais un artiste américain n'avait vendu aussi cher ces tableaux, sauf Jackson Pollock, qui a été peut-être un des rivales finalement de Rothko. Jackson Pollock va mourir en 1957 d'un tragique accident de voiture. À partir de là, les toiles de Pollock vont s'envoler sur le marché. Finalement, Rothko, de son vivant, donc, devient l'un des artistes les plus chers. Alors là aussi, je vous ai mis ça, Amazon et Etsy, qui proposent des petites affiches de Rothko, d'ailleurs, qui souvent ne sont pas du tout, évidemment, des Rothko. Ça, c'est absolument pas les couleurs que faisait l'artiste. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est aussi l'un des paradoxes de Rothko qui ne supportait pas d'être décoratif. C'est vraiment un des artistes qui dont les peintures se vendent en affiches par milliers, qui sont dans des salles d'attente de dentistes ou de psychologues. Et donc, sa peinture, il va lutter toute sa vie, et ça va être cette souffrance finalement entre cette sensation d'être mal perçu par les autres. Mais c'est vraiment un artiste aussi dont la carrière est marquée par des gestes très forts, notamment, donc là on a cette salle qui est l'une des salles emblématiques de l'exposition, puisque c'est la Rothko Room de la Tate à Londres. C'est une salle qui est entièrement dédiée à Rothko et que l'artiste va concevoir de son vivant. Il faut savoir que Rothko avait, on va en reparler mieux, mais des conditions extrêmement précises et exigeantes pour être bien exposé. Et c'est un des seuls artistes dans le monde qui a de nombreuses salles, des Rothko Rooms qui lui sont entièrement dédiées. Si vous allez au MoMA aujourd'hui, vous entrez dans une salle où il n'y a que des Rothko. Et ça, c'était important pour lui parce qu'il voulait avoir le monopole de la pièce.
Rothko ne supportait pas d'être présenté avec d'autres artistes parce que ses œuvres envoyant un message très fort, il ne voulait pas que l'œil des visiteurs soit brouillé, soit perturbé par d'autres artistes. Et en 1958, c'est peut-être l'année à retenir dans la carrière de Rothko parce que c'est l'année charnière, symbole de son succès. Déjà, il va être choisi pour représenter les États-Unis à la Biennale de Venise. Là, il faut avoir aussi en tête à quel point c'est une véritable revanche pour ce petit garçon arrivé à 10 ans sur ce sol américain mal accueilli, qui maintenant est érigé en peintre américain. Et c'est aussi intéressant pour comprendre sur cette question du soft power, comment Rothko va finalement incarner cette peinture américaine. On sait qu'il va aussi, en 1961 par exemple, c'est l'intronisation de Kennedy à la Maison-Blanche, Rothko est invité avec son épouse pour justement assister à cette cérémonie. Donc ça montre qu'il fait vraiment partie du paysage artistique. En 1958, Rothko va recevoir une commande de la part d'un restaurant de luxe qui s'appelle le Four Seasons. C'est un restaurant qui se trouve dans un building absolument colossal qui voit le jour en 1954 à New York, qui s'appelle le Seagram Building, qui est un building assez légendaire dans son architectural, dans tout ce que ça représente. On n'est plus du tout dans la Grande Dépression, on est dans la prospérité économique de la fin des années 50. Et on va confier à Rothko le projet de concevoir un lieu entier, c'est-à-dire qu'on va lui donner carte blanche pour venir décorer la salle de ce restaurant de luxe. Alors, Rothko, dans un premier temps, il accepte avec énormément d'excitation, de joie, parce que recevoir un tel projet, bon, c'est colossal, et puis ça lui permet d'avoir un lieu à construire à lui. C'est plus des peintures individuelles, c'est des peintures qui dialoguent les unes avec les autres. Alors Rothko a déjà utilisé la métaphore de l'opéra. Il disait « je veux faire des tableaux » où comme si de chaque tableau émanait une voix différente, et à l'opéra, c'est le spectacle, tout prend sens dans son ensemble. Donc, il est très heureux. Un autre artiste que Rothko aime beaucoup, c'est l'artiste français Claude Monet. Vous pouvez penser au Nymphéa de Claude Monet, où Claude Monet a construit un véritable lieu, une cosmologie à lui. Et là, c'est un petit peu le projet que Rothko a. Mais on peut quand même relativement vite pointer quelques contradictions. Rothko veut quand même faire une peinture qui est accessible à tous. Il se définit comme un artiste anticapitaliste. Les clients qui vont voir cette peinture dans ce restaurant de luxe sont une élite financière avec énormément d'argent. Donc, on peut vraiment lui demander pourquoi il ne s'adresse qu'à un public très privilégié. Un autre point qu'on peut soulever, c'est que j'ai quand même dit que la pire insulte pour Rothko, c'était d'être décoratif. Là, l'essence même du projet, c'est de venir décorer cette salle. Alors, Rothko a évidemment conscience de tous ces points, et il dit qu'il accepte ce projet. Alors, je vais vous mettre la citation, parce que je pense que, je ne sais pas si on voit tout, voilà. J'ai accepté cette tâche comme un défi, avec des intentions rigoureusement malveillantes. J'espère peindre quelque chose qui détruira l'appétit de tous les fils de pute qui viendront manger dans cette salle. Si le restaurant refuse de mettre au mur mes peintures, ce serait un ultime compliment. Mais ils ne refuseront pas, car les gens supportent n'importe quoi de nos jours. Donc cette phrase montre bien, encore une fois, la personnalité de l'artiste qui essaye de son vivant, en tout cas, de mettre en cohésion ses actes et ses pensées. C'est effectivement la violence dont parlait Rothko tout à l'heure dans cette autre citation. On la voit ici. C'est une salle qui, effectivement, pas mal des visiteurs de l'exposition ne se sentent pas très très bien. Mais comme le souhaitait Rothko, effectivement, ces tableaux ne vont jamais être accrochés sur les murs du restaurant, puisque c'est finalement une décision qui va être prise par l'artiste lui-même, qui va considérer effectivement que ces tableaux n'ont rien à faire dans un tel lieu.
Il n'a pas envie que sa peinture serve de vulgaire décor à des gens qui vont venir boire, manger, parler de business autour de ses toiles sans y jeter un coup d'œil. Il considère qu'il a mis tellement d'énergie dans ses toiles. On sait qu'en 8 mois, il a réalisé entre 30 et 40 toiles. Donc c'est vraiment un moment absolument délirant en termes de production artistique de l'artiste. Et il va finalement se rendre compte qu'il a mis trop d'énergie, trop d'âme pour que cette peinture finisse dans ce lieu qui ne lui plaît pas. Notamment parce que Rothko se rend déjeuner au Four Seasons en attendant que ses œuvres soient accrochées. Et là, il en ressort traumatisé et il dit que plus jamais il ne fera de la peinture publique pour un tel lieu et qu'il interdit les gens qui se rendent déjeuner au Four Seasons de ne jamais regarder une toile de l'artiste. Alors là aussi, c'est un petit peu toujours la contradiction, puisque aujourd'hui, les gens qui ont des Rothko chez eux sont probablement ces gens qui allaient déjeuner au Four Seasons et Rothko. Ça, c'est aussi quelque chose pour comprendre finalement ce mal-être permanent. Le succès va être pour lui douloureux, puisqu'il n'a pas le succès qu'il espérait. Il voulait faire une peinture révolutionnaire qui vienne changer les hommes, qui viennent nous bouleverser, et finalement, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. Là, on a cette photo aussi de Rothko dans son atelier que j'aime beaucoup parce que souvent quand on a un artiste dans son atelier, on le voit en train de travailler, en train de produire. Rothko est quelqu'un qui va faire du mystère toute la construction de ce mythe d'artiste. On ne le verra jamais peindre. On sait qu'il peignait plutôt la nuit quand tout le monde dormait. On ne sait pas vraiment ce qu'il utilisait dans ses techniques, on va en reparler. Et donc c'est une photo qui illustre bien, finalement, qui nous dit beaucoup de choses de l'artiste. Le geste ici étant celui du non-geste, de la contemplation, et Rothko fumant sa cigarette, c'est finalement ce qui nous invite à faire. Enfin, on ne peut pas plus fumer dans les musées, mais en tout cas contempler, regarder ses œuvres et s'y plonger. Voilà, et donc on a vous admirez encore ma façon d'être dans le thème de la conférence, la fin sombre de l'artiste. Rothko, effectivement, ce succès, cette façon d'être devenu sur le marché, la pression que va lui mettre sa galerie, l'émergence aussi d'artistes très différents de ce qu'il propose, notamment avec l'art pop, avec Andy Warhol, avec Liechtenstein, qui vont pas du tout plaire à Rothko. Rothko va aller loin, encore une fois, avec des gestes forts. Il va quitter sa galerie parce que la galerie commence à représenter des artistes du mouvement pop. Pour lui, c'est absolument à l'antithèse de ce qu'il propose. Les couleurs pop, elles sont criardes, elles sont flashy. Le pop, ça puise dans la société de consommation, dans les codes de la publicité. Rothko, on va en reparler, mais il a une peinture pure, sacrée, religieuse, philosophique, morale. Et donc, il va aussi souffrir, finalement, de se sentir totalement plus à sa place dans l'actualité artistique. Voilà, et donc c'est toujours un peu cette phrase aussi de Rothko qui étonne, parce que quand même les visiteurs, ce qu'ils voient lors de leur passage dans l'exposition, c'est quand même ces nombreuses couleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette quête de la lumière, cette lumière que Rothko recherche? Je pense aussi là, on peut jouer justement sur la polysémie du mot lumière, du mot clarté, de cette recherche de la clarté, cette recherche du lumineux. Il y a cette phrase aussi de Rothko qui nous rassure. Ceux qui cherchent du sacré trouveront du sacré, ceux qui cherchent du profane trouveront du profane. Nous rassure dans le sens où ça montre bien que Rothko nous laisse finalement, encore une fois, notre propre subjectivité, notre liberté. Chacun d'entre nous va voir des choses différentes dans les toiles de Rothko. Chacun d'entre nous va avoir des émotions diverses. Parfois, on a une lecture un petit peu simple en disant « Tiens, des couleurs vives nous donneront le sentiment de joie, et des couleurs sombres, des sentiments négatifs. C'est pas du tout ce que disent aussi les visiteurs. Des visiteurs disent qu'ils sont profondément, par exemple, il peut y avoir une grande mélancolie, une grande tristesse devant ces tableaux rouges, jaunes. En tout cas, Rothko est évidemment
très marqué par son éducation religieuse qui l'a profondément nourri. Alors Rothko est quelqu'un qui ne sera pas religieux, qui ne sera pas pratiquant, il ne se rend pas à la synagogue, mais il est évidemment totalement nourri de cette peinture. De cette religion juive, pardon. Et il va même aussi justement beaucoup s'intéresser à la question de d'autres religions, notamment la religion chrétienne. Rothko, c'est la religion judéo-chrétienne évidemment. Rothko va puiser dans des épisodes de l'Ancien Testament avec... par exemple, le sacrifice d'Abraham, qui est quelque chose qui a énormément marqué Rothko. Mais on a ce tableau qui date de 1944, Gethsemane, un oiseau aux ailes déployées qui en fait rappelle le Christ sur la croix, le Christ crucifié. Le titre de ce tableau en hébreu, Gethsemane, ça renvoie à un épisode très précis de la Bible, c'est le Christ qui vit cette espèce de crise d'angoisse terrible parce qu'il sait qu'il va mourir, c'est sa dernière nuit. Les disciples se sont endormis, il est tout seul et il pense à sa mort qui est inévitable et qui approche. La conscience de la mort que chacun d'entre nous porte en lui en étant un homme ou une femme, nous sommes mortels, ça c'est aussi peut-être le sujet de toutes les toiles de Rothko. Rothko disait que son ingrédient premier de tous ces tableaux, c'était justement cette conscience d'être mortel. Et c'est aussi finalement ce qu'on retrouve par exemple avec la vie, l'angoisse du Christ, cette conscience d'être mortel auquel le Christ est confronté. Et donc c'est le moment le plus humain qu'il va vivre. Sur la lumière, évidemment aussi, la lumière dans la religion, c'est la naissance, la création du monde. C'est vrai que les toiles de Rothko, par exemple, je vous ai mis cette toile qui est la salle des 6 grammes dont j'ai parlé, qui est donc ce fameux projet de restaurant avorté qui va ensuite devenir conservé dans un musée, donc le musée de la Tate, qui va recréer cette salle. Cette salle, elle est très étonnante parce que j'ai des visiteurs tous les jours et les visiteurs disent des choses très très différentes et la citation que je vous ai montrée avant, elle est située justement après cette salle. Et c'est vrai que dans cette salle, par exemple, l'historienne dont j'ai déjà parlé, dont j'ai cité le nom, Annie Cohen-Solal, qui est auteure d'une biographie de Rothko en 2013, absolument incroyable, très riche, que je vous conseille si la vie de Rothko vous intéresse, et qui a notamment mis en lumière cette question juive chez Rothko. Elle dit que selon elle, elle pense que les formes que l'on retrouve sur ces toiles des 6 grammes pourraient être des lettres de l'alphabet hébreu, par exemple. Mais j'ai aussi eu des gens qui m'ont dit que c'était probablement des pages de la Torah, par exemple. J'ai eu des gens qui m'ont dit que c'était un chemin de croix dans une église, c'est-à-dire que quand on entrait dans cette salle, on était invité à circuler de chaque tableau, allant de chaque tableau à chaque tableau. Et donc, il y avait cette procession finalement religieuse. Et on a eu, j'ai eu des gens qui m'expliquaient que c'était le tombeau vide du Christ. Effectivement, c'est une salle qui délie souvent la parole sur les questions religieuses et qui peut toucher de nombreux visiteurs. Rothko, il utilisait énormément le mot religieux. Aujourd'hui, quand on parle du mot religieux, on pense forcément effectivement à une pratique de la religion. On pourrait plutôt peut-être parler aujourd'hui de spiritualité. En tout cas, s'il y a bien une religion que Rothko a, c'est celle de la peinture. Il a un rapport religieux avec la peinture. Il va même plus loin parce que pour lui, l'idéal d'exposition, c'est justement des salles qui seraient comme des petites chapelles où on puisse rentrer et méditer. Et la méditation aussi, et justement là vient un petit peu, c'est plus forcément la religion dans la pratique du rite religieux. La méditation peut être aussi pour certains une forme de spiritualité dans laquelle ils trouvent refuge. Effectivement, l'art sacré chez Rothko va aller très loin parce que à la fin de sa vie, il va avoir
un projet absolument extraordinaire. Si le restaurant de luxe n'était pas le lieu propice et idéal pour sa peinture, il va recevoir une commande en 64 d'une chapelle qui se trouve à Houston aujourd'hui, qui a été intégralement conçue pour le projet des peintures de Rothko. Donc aujourd'hui, on l'appelle tout simplement la chapelle Rothko. Alors la fondation Louis Vuitton, qui a bien fait les choses, mais ne pouvait pas embarquer la chapelle et la mettre dans ses murs. Donc là, tous les visiteurs qui veulent s'y rendre, il faut qu'ils aillent à Houston. On a cette chapelle qui est donc un projet d'un couple de Français qui voit notamment les œuvres des 6 grammes dans l'atelier de Rothko. Et c'est des gens qui sont catholiques et qui veulent allier art contemporain et foi catholique. Et donc, ils vont confier à Rothko ce projet, ils vont lui donner carte blanche. Et ça, c'est vraiment le projet de la fin de la vie de Rothko dans lequel il se met avec toute son énergie. Donc c'est une chapelle très très contemporaine, ça c'est la croix de la chapelle. Alors aujourd'hui, la chapelle qui a été bénie en 71, donc Rothko n'y était pas, il était décédé, il ne verra donc pas cette chapelle inaugurée. Aujourd'hui c'est une chapelle œcuménique où donc tous les cultes peuvent cohabiter. La chapelle, d'ailleurs, elle a été inaugurée avec justement la présence d'un imam, d'un rabbin, d'un prêtre. C'était vraiment aussi cette volonté œcuménique de partage dans la chapelle. Et on a aussi, justement, pour parler de méditation, aujourd'hui, c'est un grand lieu aussi de yoga, de zen. Il y a beaucoup de cours qui se font au milieu des toiles de Rothko dans ce large espace. Alors aussi, là, vous voyez la monumentalité des toiles. On n'a pas de petit humain pour montrer l'échelle. Les toiles étaient tellement grandes qu'on a dû ouvrir la coupole qui se trouve là pour faire passer les toiles, puisque aucune porte, bien évidemment, ne pouvait faire traverser ces toiles. Je vous ai mis aussi la peinture profane parce que Rothko évidemment est un être complexe, nuancé comme nous tous. Si la religion le marque énormément, l'auteur qui l'a peut-être le plus marqué de philosophie, c'est l'auteur Nietzsche, qui justement s'insurge et critique la religion judéo-chrétienne. C'est l'auteur évidemment de cette fameuse phrase « Dieu est mort ». On a aussi dit que ainsi parlait Zarathustra. On en a parlé comme une Bible profane et c'est une lecture qui va profondément toucher Rothko dès les années 40 lorsqu'on pensait à ces mythologies. C'est aussi né de ces lectures de Nietzsche. Il y a Nietzsche, notamment dans La naissance de la tragédie, que Rothko va lire à ce moment-là, va être extrêmement nourri de la philosophie nietzschéenne. C'est aussi bien sûr cette histoire du langage qui va profondément toucher Rothko autour de la peinture. Nietzsche souvent explique entre guillemets que souvent la parole elle altère la pensée. C'est souvent aussi on est face à ça quand on est justement débordé d'émotions, quand on est tellement heureux, les mots viennent à nous manquer, quand on est si triste que ce sont souvent les larmes qui apparaissent comme manifestation physique avant la parole. Et donc c'est pour ça que Rothko, justement, comme il veut faire une peinture de l'émotion, le langage est inutile, le langage va brouiller les pistes, va orienter le visiteur et va empêcher justement que chacun d'entre nous fasse cette rencontre personnelle avec la peinture. Nietzsche, dans La naissance de la tragédie, je suis désolée pour les professeurs de philosophie parce que je pense que ça va être un petit peu réducteur, mais il définit la naissance de la tragédie, la naissance de l'art comme le mariage, l'union de deux forces antagonistes et distantes. D'un côté, on a la force qui vient d'Apollon, la force apollinienne, qui est donc la mesure, la perfection, quelque chose de l'ordre du droit, de l'harmonie. Et de l'autre côté, on a le Dionysia qui vient de Dionysios, donc le dieu de l'ivresse, le dieu du vin, qui est cette fois le chaos, le désordre,
voilà la folie d'une certaine mesure, la démesure justement. Et en fait, c'est pour que l'art existe, il faut qu'il y ait justement un petit peu des deux. Les choses ne peuvent pas se faire que avec l'apollinien ou que avec le dionysiaque, sinon ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait cette rencontre de ces deux forces différentes. On a beaucoup dit, notamment à la fin de la vie de Rothko, donc dans ces tableaux des années 60, ça correspond à la fin de l'exposition, à avant-dernière salle. On a ces tableaux des années 60, on a dit finalement, et Rothko, ça c'est aussi une expression qu'il a utilisée, il a dit « je suis pour la simplification de la pensée complexe ». Et effectivement, la peinture de Rothko, elle va de plus en plus se simplifier dans les formes. On avait parfois de nombreuses couleurs, là on en retrouve à la fin beaucoup moins. Et notamment on a cette très très grande toile, on voit le gardien, qui vraiment, la toile domine énormément le visiteur qui se trouve devant. Cette toile, la numéro 14, qui est assez emblématique, qui est d'ailleurs la couverture, je crois, du catalogue d'exposition, c'est finalement un petit peu peut-être l'expression picturale d'une pensée philosophique de Nietzsche, notamment parce qu'ici on a deux couleurs, cet orange très très vif et ce bleu. Je crois qu'il y a une autre photo peut-être, voilà, on voit mieux, où on a dit justement qu'en fait c'est le mariage de deux couleurs qui sont antagonistes, qui sont opposées, parce que dans le cercle chromatique, le bleu et le orange se trouvent justement en opposition. Et c'est ce mariage qui s'opère sur la toile, venant même se flouter, se confondre dans une rencontre, encore une fois, physique qui a lieu sur la toile, qui est donc peut-être l'expression de cette naissance de l'art et de la tragédie qu'on retrouve chez Nietzsche. Nietzsche aussi, son rapport à l'art est ce qui permet de supporter le tragique de l'existence, l'art est ce qui permet de ne pas mourir de la vérité. Rothko, on le voit bien avec cette vie traversée justement par cette souffrance énorme qui lui vient à la fois de son histoire personnelle, familiale, de l'histoire politique, religieuse de ce XXe siècle chaotique. L'art était évidemment sa grande source de consolation, c'est l'expression que dit son ami le peintre Robert Motherwell, et c'est justement, encore une fois, on voit à quel point Rothko a cherché dans ce rapport à la peinture cette joie, cette force de vie qui finalement, à la fin de sa vie, partira puisqu'il mettra donc fin à ses jours. On a aussi, ça c'était sur cette idée toujours de contemplation, mais ces visiteurs ont énormément de chance parce que personne a eu cette expérience d'être seul avec les toiles de Rothko. Rothko, justement, dans ses nombreuses recommandations, il avait ce fantasme fou, et ça revient avec cette histoire de la chapelle, que l'on soit seul devant ces tableaux. Il voulait qu'on soit justement cette rencontre avec ces pièces. Il n'aimait pas non plus les très grandes pièces. Donc là, c'est des pièces qui seraient beaucoup trop grandes pour Rothko, parce qu'il voulait justement qu'on rentre dans des petites salles pour qu'il y ait encore ce changement d'échelle entre des grands tableaux et des espaces intimes. Oui. Voilà. Ensuite, alors je ne sais pas trop quel est aussi votre ressenti pour l'instant sur les œuvres de Rothko pour ceux qui le découvrent. Une critique qu'on peut avoir, notamment vous, parce que vous n'êtes pas devant les tableaux et que vous voyez juste que des photographies, des reproductions des toiles, vous ne voyez pas ce qui est aussi très important chez Rothko, qui est la matière, le rapport à ce que l'on voit lorsqu'on est devant une toile. Une critique qu'on peut avoir, que j'ai eu parfois de certains étudiants, certains lycéens, collégiens, c'était en fait il n'est pas non plus allé très loin, quoi. Il a pris des rectangles de couleurs différentes qui sont les uns sur les autres. C'est pas non plus génial comme idée, d'autres auraient pu le faire, moi je pourrais faire la même chose.
Bon, ça c'est un petit peu ce qu'on entend aussi souvent comme critique dans l'art moderne, dans l'art contemporain. Moi, je pourrais faire la même chose. Si certains d'entre vous réussissent à me faire une toile de Rothko, je suis très partante pour la voir, parce que chez Rothko, il y a aussi cette particularité de la technique et qui vient justement avec cette idée de lumière. Il a créé une peinture assez unique qui n'existe presque que chez lui, notamment parce qu'il va mélanger des techniques très différentes, donc des techniques de son époque, si on pense à Pollock, à Barnett Newman, qui utilisaient de la peinture à l'acrylique, par exemple, ou de la peinture à l'huile, c'est aussi ce qui s'emploie beaucoup. Là où Rothko est assez génial et toujours atemporel et intemporel, c'est qu'il va utiliser une peinture que plus personne ne faisait à son époque, une peinture qu'on employait notamment à la Renaissance, qui est la technique de la tempera, c'est-à-dire avec de l'œuf, notamment du jaune d'œuf, sur les toiles, ce qui donne ce côté extrêmement dense de la peinture. On n'est jamais sur des toiles qui brillent comme le ferait par exemple la peinture à l'huile. On est sur des toiles et puis aussi qui sont très 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 diluées, donc avec de l'eau ou avec de la térébenthine, ce qui donne ce côté vraiment presque de transparence à certains égards. On n'est jamais sur des monochromes, on a toujours des jeux d'ombre et de lumière en permanence qui sont présents sur les toiles. Les artistes que Rothko aimait, c'était par exemple Fra Angelico avec ses fresques qu'il a fait dans le couvent de San Marco à Florence. Fra Angelico, et ce qui intéressait Rothko aussi, c'était justement de faire une peinture qui a été faite là pour des cellules pour les moines du couvent. Donc, c'est-à-dire que c'était une peinture aussi qui était pensée dans l'architecture, qui était pensée dans le lieu. Et puis, Fra Angelico, alors effectivement, quand on voit ça, on se dit que c'est pas forcément tout de suite similaire, mais il y a aussi cette simplification de la forme, ce côté un petit peu d'épuration, surtout dans l'évolution de Fra Angelico. Il va venir moins charger justement ses œuvres, et ça c'est quelque chose qui va profondément intéresser Rothko. Donc là, ça c'est de la fresque, mais là par contre, chez Giotto, autre artiste énormément apprécié par Rothko, on est sur de la tempera. Alors Rothko fait des formes de tempera. Il l'avoue parce que Rothko, c'est quelqu'un qui était donc très mystérieux, normalement qui ne donnait pas de secret sur la technique, mais il avait un problème, c'est qu'il aimait aussi beaucoup la boisson. Et lorsqu'il avait un petit peu trop bu, on a eu, grâce au soir d'ivresse de Rothko, des confessions sur les mystères de sa peinture. Et c'est comme ça notamment qu'il confie à son ami Robert Motherwell qu'il emploie cette technique et qu'on a des réponses. On dit que c'est un véritable casse-tête de restaurer des Rothko parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui a été mis, ce qui a été fait. On a même une des œuvres des 6 grammes, donc de la Tate, qui a été taguée en 2012. Quelqu'un est venu graffer, laissant un message universel lui aussi sur une œuvre de Rothko. Et ça a été terriblement compliqué à restaurer parce que justement, on ne sait jamais trop quelle technique à utiliser. On ne sait pas si c'est à ce moment-là un pinceau, une brosse, un pinceau de peintre en bâtiment, un chiffon, une éponge. Tout cela est un petit peu flou et mystérieux et donc laisse beaucoup de mystère à la peinture de Rothko. Dans cette quête, dans l'exposition, on voit que Rothko, il va aller vers du plus en plus sombre. On a ces toiles, par exemple, à première vue, qui sont des monochromes noirs. Bon, là, je vous avoue que c'est un petit peu plus difficile à voir en photo, mais en fait, peut-être que vous le voyez quand même un petit peu. On est plutôt face à des teintes très violettes, très sombres. Le noir, ça c'est aussi un petit peu un débat, hein. Claude Monet disait que le noir n'était pas une couleur. Pour Rothko, le noir est tout à fait une couleur. C'est aussi une couleur qu'il ne va pas explorer à la fin de sa vie. Il l'explore dès les années 50. Parce que pour Rothko, la couleur, c'est justement ce faisceau lumineux qui fait passer de la lumière. Et le noir devient du coup source de lumière, et en cela, vous avez peut-être en tête le peintre français Pierre Soulages,
qui a connu très bien Rothko. En fait, ils se rencontrent en 1957 à New York, ils se revoient en 59 à Paris. Et voilà, là j'ai cette phrase de Soulages qui dit voilà, son instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. Il a même inventé une couleur, Soulages, l'outre noir, le noir lumière, qui est donc l'ultime défi peut-être pour le peintre, de faire jaillir cette lumière du tableau. Et puis pour nous aussi, visiteurs, peut-être, on est mis au défi de trouver la lumière dans ce noir. Alors, on a la tête de Soulages qui a disparu, mais on a voilà, 2 citations extrêmement proches. On comprend qu'il y a... Alors, c'est pas du tout la même technique, puisque chez Soulages, il y a vraiment cette matière qui sort de la toile, mais Soulages dit que l'œuvre vit du regard qu'on lui porte. Rothko dira qu'une peinture vit par l'amitié en se dilatant et en se ranimant dans les yeux de l'observateur sensible. Elle meurt pareillement. Et là, c'est aussi dans ce point que Rothko, dans cette histoire de l'expérience, est très exigeant avec ses visiteurs, avec ses spectateurs. Il nous demande de participer finalement à la création. On est des co-créateurs de ces toiles, puisque nous devons justement être profondément actifs et pas passif pour observer ces toiles. Alors là, on arrive voilà, à la fin. Je vous ai mis quand même quelques petites citations que je suis allée chercher dans le livre d'or, assez emblématiques, qui montrent que le grand problème, le grand débat dans cette exposition, c'est la lumière. Donc, on en a qui sont furieux. Certains, par contre, aiment bien la lumière. Et ce qui est assez drôle, c'est que naît d'ailleurs entre les visiteurs qui ne se connaissent pas, ne se voient pas, des petites discussions. Moi, je suis bien d'accord. Bah, moi, c'était très bien. Pareillement. Donc voilà, on a des commentaires, des dialogues qui se forment sur le livre d'or. Moi, j'avoue que c'est ma passion. Je vais lire tous les jours ces commentaires. Et justement, ce qui est assez drôle, c'est que Rothko, ce peintre de la lumière, la critique première peut-être, en tout cas, ce qui fait le plus débat dans le livre d'or, c'est ce manque d'éclairage de certaines salles. Cela aurait été tellement beau avec de la lumière, dommage. Bon, effectivement, souvent les visiteurs sont assez surpris par cette sombre éclairage qui les accueille. Vous pouvez bien vous douter, donc là je vous ai mis des photographies du moment avant que l'exposition ouvre au public, où on était justement dans les salles à travailler minutieusement sur l'éclairage parfait, parce que Rothko justement voulait qu'on mette ces toiles dans l'obscurité totale. Et encore là, ça serait probablement trop éclairé pour Rothko. Rothko voulait même parfois qu'on éteigne absolument toutes les lumières. Alors on a, voilà, là c'est un commentaire d'un conservateur en 61 dans une exposition que Rothko fait en Angleterre, qui raconte que Rothko a éteint toutes les lumières de la salle. Ça, l'éclairage, c'est assez compliqué. Au début, Rothko fait plutôt le contraire. Il y a une exposition au MoMA en 52 avec d'autres Américains, d'autres artistes américains. Rothko, comme il ne supporte pas, comme je l'ai dit, d'avoir d'autres artistes présents, il va se lier d'amitié avec les éclaireurs de l'exposition, et il va surexposer ses toiles, les baignant de lumière, si bien que le visiteur, quand il entre dans sa pièce, il est illuminé, il a un éblouissement physique, et ensuite son œil se referme, et donc il voit moins bien les œuvres de ses camarades. Bon, ça montre bien voilà, le caractère de Rothko. Mais ça nous dit aussi que c'est vraiment quelque chose de très précis chez Rothko, qui considère justement que ses œuvres ont une lumière intérieure et donc n'ont pas besoin d'avoir tant d'éclairage que ça. Bon, là, je vous ai mis aussi voilà, sur les conditions demandées par Rothko, qui voulait qu'on soit seul au monde dans ces salles. C'est pas vraiment ce qui se passe vu la cohue de l'exposition. Et là, nous sommes voilà, donc dans la dernière salle de l'exposition. C'est là où j'ai rencontré votre professeur Delphine Calou à la fin de l'exposition, qui montre bien que la Fondation a trahi Rothko, puisqu'elle a refusé ce monopole total. Elle a mis la présence notamment de Giacometti, artiste qui est très très contemporain à Rothko, qui est né en 1901.
C'est aussi pour montrer que finalement, Rothko n'est pas non plus un artiste qui parle que de son amour pour la Renaissance, qui va détester le pop art. Alors, il est aussi regardant sur ce qui se passe dans l'actualité de son temps. Et cette dernière série, elle étonne, et Rothko disait qu'il avait fait un monde différent de lui-même. On est en 1969, Rothko va se donner la mort quelques mois après, et on a cette présence de Giacometti. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on retrouve chez Rothko ces cadres qui reviennent finalement et qui peuvent évoquer des tableaux de Giacometti, qui n'était pas qu'un sculpteur. Et puis 1969, avec L'homme qui marche, bon, c'est aussi les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc on a parlé peut-être de cette série de Rothko, peut-être comme des paysages lunaires, parce que Rothko a forcément été intrigué par cette conquête spatiale. Là où cette avant-dernière salle est un petit peu incomplète, parce qu'on a l'impression, quand on voit ça, que Rothko est totalement, par le choix des couleurs qu'il emploie aussi, c'est synonyme de son malheur et de sa dépression. Le noir, on a l'impression que la couleur a totalement disparu de ces toiles. Et c'était pour finir sur ça, pour vous montrer quand même que Rothko en 69 reviendra à la couleur. On est ici plutôt sur du rose. Et là, on est ici devant la toute dernière toile de Rothko. 1970, c'est devant cette toile que Rothko est retrouvé mort dans son atelier. Et finalement, on voit bien que la couleur a été la compagne fidèle de l'artiste, évidemment, jusqu'à la fin de sa vie. Le rouge étant probablement quand même cette couleur de prédilection. Rothko a aimé ce rouge, il a aimé ce rouge aussi à travers l'œuvre de Matisse, bien évidemment. Et puis le rouge, c'est quand même aussi cette mort sanglante de Rothko. Et Rothko, qui était un grand amateur de théâtre, c'est vraiment comme ce rideau rouge qui marque la fin de la vie de Rothko, qui a fait de la tragédie le sujet de sa toile et le sujet de sa vie. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.